Bonjour à toutes et à tous, nous commémorons cette année le 90e anniversaire de la bataille de Verdun. Cette bataille, sans aucun doute, tient dans la mémoire des Français une place toute particulière, tout comme la Première Guerre mondiale. Oui, la Grande Guerre exerce toujours une fascination qui ne se dément pas dans les productions littéraires et cinématographiques nationales. Le cinéma, tout d'abord, depuis Capitaine Conan de Bertrand Tavernier en 1996, il y eut La Chambre des officiers de François Dupeyron, adaptation du livre de Marc Duguin, livre qui fut tiré à plus de 60 000 exemplaires. Nous recensons également le succès du film de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou. Nous pourrions enfin citer Joyeux Noël de Christian Carion. La littérature, de son côté, profite, elle aussi, de ce mouvement, comme le montre le succès de la tétralogie de Pierre Miquel, Les enfants de la patrie, paru chez Fayard, ou bien de la trilogie de Max Gallo, chez le même éditeur, Mort pour la France. Alors, comment expliquer le succès de la Première Guerre mondiale? Quelle place la bataille de Verdun a-t-elle dans le cœur des Français? Que fut tout simplement cette bataille de Verdun? Un élément d'appel, une citation de Maurice Genevoix, qui écrivait: celui qui a une fois entendu dans une nuit glaciale et pluvieuse la plainte d'un blessé perdu en avant des lignes, celui qui a recueilli au fond de ses yeux le regard d'un camarade mourant, celui-là continuera d'entendre cette plainte, de revoir ce regard bouleversant. Les mots, ici, ne sont plus rien. L'émission Un jour dans l'histoire a voulu entendre cette plainte, ce souvenir de ces soldats de 1916 et, malgré l'appel au silence et au recueillement de Maurice Genevoix, essayer de mettre des mots sur ce terrible affrontement. Henri Amouroux, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois au micro de Canal Académie. Nous avions enregistré plusieurs émissions ensemble. Vous les retrouverez, chers auditeurs, dans notre médiathèque. Henri Amouroux, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et vous venez de participer au numéro hors série du Figaro consacré à Verdun, un numéro dans lequel vous avez retenu 12 dates clés de l'histoire de la bataille de Verdun. Alors avant d'aborder cette chronologie, peut-être un sentiment personnel. Vous êtes né, Henri Amouroux, en 1920, 4 ans après la bataille. Comment est-ce que Verdun a touché votre jeunesse? D'abord, je suis né en 1920, effectivement, mais je n'ai pas entendu parler de la guerre avant 1925 ou 26, il faut quand même y penser. Et puis mon père n'était pas à Verdun, il était sur la Somme. Alors, et puis comme beaucoup d'anciens combattants, il était assez pudique. Il parlait pas, les anciens combattants ne parlaient pas tellement de tout ce qu'ils avaient souffert. Alors la bataille de Verdun, il faut en parler, c'est un grand événement. Pourquoi ? Il y a eu d'autres batailles aussi terribles, aussi longues, aussi affreuses. Elles étaient toutes affreuses sur le plan humain, du côté allemand, du côté français. Mais la mémoire collective ne retient pas 25 noms. Pour la Révolution française, nous retenons Valmy. Pour la guerre de l'Empire, nous retenons Wagram, Austerlitz et Waterloo. Pour la guerre de 14-18, nous retenons Verdun. Parce que c'est une ville, c'est un lieu. Et que sur ce lieu, dans cette ville, pour défendre cette ville, sont morts 300 000 hommes à peu près. Alors, Verdun a toujours été dans l'histoire, et surtout depuis la défaite de 1870, mais Verdun avait toujours été une place forte contre lesquelles la ruée des invasions germaniques s'était plus ou moins brisée. Bon, il en va de même en 1914. Verdun résiste au flux allemand. Verdun qui était protégé par une couronne de forts, par de très nombreux forts, ce qui est la conséquence de la défaite de 1870. On perd les forts de l'Est et on est obligé de les replier, évidemment, refaire une construction fortifiée. Et Verdun reste après la bataille de 14, la guerre devient une guerre immobile, devient une guerre de tranchées, la course à la mer s'arrête pour une raison très simple. Et du côté allemand et du côté français, on n'avait plus de munitions. On avait prévu des munitions et pour 1 an ou 2 ans de guerre, on ne s'est pas rendu compte qu'elles ont été dépensées en 2 mois. Donc plus de munitions, la guerre se fige, tout le monde s'enterre et ça va être la guerre des tranchées. Jusqu'en 18, jusqu'aux offensives allemandes de mai-juin 1918. Alors bon,
Verdun, ce front immobile, la tentation des uns et des autres, des Allemands et des Français, c'était de percer ce front. Il fallait rassembler une masse assez forte d'hommes pour percer. Et il y a comme ça, périodiquement, des offensives qui échouent après une réussite sur 500 mètres, 1 kilomètre, c'était déjà beaucoup, et qui échouent. Le général Joffre, qui commandait l'armée française, généralissime, et qui avait une audience considérable. Le père Joffre était une sorte de divinité à cause de la bataille de la Marne. Il était auréolé de cette bataille. Cette bataille. Le père Joffre avait une grande idée, c'était d'engager en mai 1916 une bataille sur la Somme, avec les Anglais. Il y avait à peu près 60 divisions anglaises. Les Anglais tenaient à peu près le tiers du front, pas tout à fait, et les Français le reste. Ils voulaient engager une bataille dans laquelle il serait une bataille décisive. C'était le mot qu'on employait toujours, mais elle n'était pas décisive. Et ils voulaient donc attaquer, et Verdun, on ne le préoccupait pas, c'était un point assez immobile. Pourtant, il y a ce fameux lieutenant-colonel Briand, ce parlementaire qui alerte. Oui, si Drian est passé à l'histoire, mais si l'on trouvait les rapports qui alertaient, sur tous les points du front, il y avait des gens qui alertaient. Vous comprenez ? C'est exactement comme en 1940. Et le gouvernement français avait été alerté 10 fois, 20 fois, il y avait eu des fausses alertes, si bien que finalement, on n'y croit plus. Donc il y avait eu, en effet, on avait dit les défenses sont mauvaises. Les défenses étaient mauvaises, elles étaient très faibles, et surtout, Verdun était géographiquement encerclé au moment d'avance allemande, ce qui s'était figé et qui prenait en tenaille à peu près Verdun. Et il y avait toutes les nuits, alors les Français veulent attaquer sur la Somme, et les Allemands, le comprennent, veulent attaquer sur Verdun. Il a dit, c'est là le point faible de l'armée française. C'est Falkenhayn qui dit... Oui, c'était en effet le point faible. D'abord parce qu'il y avait là des divisions peu nombreuses, de réserves souvent, des fortifications mal entretenues, peu entretenues, et puis surtout, pas de voie de communication facile. Un petit chemin de fer qui s'appelait le Meusien, et puis également une route qui était sur le feu de l'artillerie allemande, tandis que les Allemands avaient, eux, et des voies ferrées, un système routier, ferroviaire supérieur au nôtre, qui va jouer un rôle très important. Les Allemands veulent vraiment porter à Verdun un coup décisif. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils rassemblent la nuit, pas le jour, la nuit, ils rassemblent en faisant le moins de bruit possible, 3 corps d'armée, des Bavarois, des Wurtemberger, enfin bref. Et puis, surtout, une artillerie considérable. Verdun est d'abord une bataille d'artillerie dans la proportion de 1 pour les Français à 5 ou 6 pour les Allemands. Et dans l'inquiétude de ceux qui étaient aux premières lignes et qui entendaient des bruits la nuit, pas le jour, la nuit, ceux qui entendaient des bruits, c'était inquiet, ils disaient, il se passe quelque chose, ils préparent quelque chose. Mais les Allemands prenaient toutes les précautions. On n'avait pas de rapport d'espion, on ne savait pas. Et en effet, le colonel Drian, qui était très connu, c'était un homme de droite qui écrivait des romans militaires sous le nom de Danrit, n'est-ce pas ? Et alors des romans qui avaient un grand succès avant la guerre de 14. Et puis, il connaissait les parlementaires, il était lui-même parlementaire, et comme un certain nombre de parlementaires, il était mobilisé. Mais il faisait des allers-retours. Il était au front, commandait un bataillon de chasseurs, et puis il revenait, n'est-ce pas, pour aller parler devant le Parlement. Et il ne se gênait pas pour parler, pour dire des choses qui n'allaient pas. Et il en parlait d'autant plus qu'il était un homme du front. Il y a eu l'inquiétude de Drian, mais ça ne change rien du tout. Et le 21 février, et Jules Romain, dans Les Hommes de bonne volonté, a écrit Prélude à Verdun et Verdun. Ce sont les 2 seuls livres, peut-être, dans la série des 27, qui tiennent encore le coup. Avec peut-être le tapis magique. Enfin, il y a 3 ou 4 livres qui tiennent le coup dans l'interminable série des Hommes de bonne volonté. Le 21 février, au matin, sans que ce soit attendu, un déluge prodigieux de feu, un tir d'artillerie effroyable comme on n'en avait jamais connu, surtout sur ce secteur, qui bousille toutes les défenses françaises, qui évidemment bousille l'artillerie française qui, elle, était faible, et qui, elle, n'avait pas ses repères,
Et après ce tir d'artillerie, qui est entendu à Paris, quelques minutes plus tard. Mais après tout, j'avais d'autres fois où il y avait eu des tirs d'artillerie, et puis ça s'était arrêté. Et là, ça va continuer, un ouragan. Et puis, l'armée allemande attaque. Elle attaque pratiquement pas l'arme à la bretelle, c'est pas vrai, mais elle attaque sur un terrain tellement bouleversé, d'ailleurs, qu'elle sera gênée par les trous d'obus que les obus allemands ont creusés sur le terrain. Et puis, ils avancent, ils surprennent. Drian, avec son bataillon de chasseurs, qui était au bois des Corps, est tué, ses chasseurs sont tués. Enfin bref, les unités qui sont là, qui sont encore en état de marcher reflux, c'est la catastrophe. Et il faut du temps pour le comprendre à Paris. Ce qu'il faut bien connaître aujourd'hui, où on écrit et où on dit beaucoup de sottises, c'est que le temps n'est pas le même. Le temps de la communication en 1916 et en 2006 est tout à fait différent. Oui, vous parlez des pigeons voyageurs notamment. Les pigeons voyageurs, mais en 40 aussi, les pigeons voyageurs existaient, mais bien entendu. Et on dit tellement de bêtises. Il faudrait faire un catalogue des bêtises qu'on dit sur la guerre 40-45, comme sur la guerre 14-18. En 40, il y avait des pigeons voyageurs, il y avait des unités colombophiles dans l'armée française, dans l'armée allemande. Et les Allemands allaient donc dans le Nord. Et on vous dira dans le Nord que les Allemands interdisaient d'avoir des pigeons voyageurs. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que c'était un moyen d'espionnage pour aller vers l'Angleterre. Mais bien entendu, alors revenons à Verdun. Ben on le sait parce qu'à 10h du matin, ça commence à 7h, 7h30, à 10h du matin, le général Aer qui commandait Verdun téléphone au quartier général de Joffre, Chantilly, pour dire c'est très dur. Mais le général Joffre ne prend pas ça en compte tout de suite. Enfin, tout de même, il envoie son second, qui était Castelnau, voir sur place. Mais tout ça, il faut du temps. Il faut du temps. Alors, que va faire Castelnau ? C'est ce qu'Henri Amoraux, nous allons voir après une première. Henri Amoraux, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et nous évoquons Verdun. Vous venez de participer au numéro hors série du Figaro consacré à cette grande bataille de l'histoire militaire française. Un numéro, Henri Amoraux, dans lequel vous avez retenu 12 dates clés de l'histoire de la bataille. Nous avons évoqué les débuts, ce 21 février, le début de la bataille de Verdun. Joffre, au début, est très réticent. Il envoie tout de même Castelnau. Alors, que va décider Castelnau ? D'abord, il tombe sur des états-majors catastrophés, avec des gens effondrés, des gens qui pleurent, des gens qui ont perdu la bataille et qui savent très bien que c'est une bataille décisive et que les Allemands sont à 8 km de Verdun. S'ils prennent Verdun ou 10 km de Verdun, c'est fichu, la guerre est perdue. Et ils sont paniqués, et donc Castelnau vient et dit au juge qu'il faut relever, qu'il faut envoyer des troupes, bien entendu. Il y en avait déjà qui étaient en marche, déjà. L'unité notamment, le 33e régiment d'infanterie dans lequel se trouvait le capitaine de Gaulle, qui était au repos et qui est envoyé sur Verdun, et beaucoup d'unités sont envoyées sur Verdun. Mais il faut un chef. C'est à ce moment-là, le 22, qu'ils décident qu'il faut nommer Pétain. Alors, si vous me permettez, Henri Amoraux, dans votre livre « Pour en finir avec Vichy », le tome 2, qui est paru il y a quelques mois, vous décrivez le moment où on recherche Pétain, qui se trouve à l'hôtel Terminus, gare du Nord. Oui, il se trouve à l'hôtel Terminus parce qu'il avait ce qu'il appelait dans ses lettres une petite réunion. La petite réunion, c'était avec sa maîtresse, Madame Ouinini Ardon, qui était divorcée de Monsieur de Hérin. Et il passait la nuit avec elle. Et naturellement, quand l'ordre de Joffre est arrivé pour qu'il vienne le matin à l'état-major, le colonel Sérigny, qui était son aide de camp, enfin, qui était proche de lui, n'a pas cherché au hasard de tous les hôtels de Paris. Ça, c'est de la blague. Sérigny le raconte dans son livre 30 ans avec Pétain. Mais non, c'est pas vrai. Il savait, j'imagine, où le trouver. Il y avait un papier. Et donc, il est allé à l'hôtel Terminus, mais l'hôtelière ne voulait pas le laisser entrer, lui dire où était Pétain. Sérigny lui a dit, madame, le sort de la France est en danger. Enfin bref, il a frappé à la porte, il devait être 1h du matin. Et il a dit, alors le Pétain est venu ouvrir, naturellement, en chemise, car à l'époque on devait porter des chemises de nuit. Et il lui a dit, mon général, demain matin, chez le général Joffre, bien sûr. Alors, à Chantilly. À Chantilly. Alors, Pétain est allé, bien entendu. Et il a dit d'ailleurs à Sérigny, alors vous couchez à l'hôtel, mais seul, vous. Bon. Alors, il est allé, naturellement, à la réunion
convocation de Joffre, et tout de suite, Joffre lui a dit, vous prenez le commandement avec votre deuxième armée. Parce que la deuxième armée était au repos, dans la région de Noailles d'ailleurs, et Pétain aussi était au repos. Bon, à l'hôtel Terminus, lui. Mais enfin, et donc, c'était son côté humain, c'était son côté qui ne déplaisait pas du tout aux gens, vous savez. Vous dites, en vérité, Pétain, qui reconnaissait volontiers et longtemps après 18 avoir aimé deux choses dans sa vie, les femmes et l'infanterie, Ouais. était mieux que beaucoup des chefs de la Grande Guerre, apte à comprendre les poilus. Et cette intelligence du besoin d'amour physique, mais aussi de tendresse, qu'éprouvent des hommes exposés quotidiennement au plus grand péril, ne sera sans doute pas étrangère aux soins qu'il mettra en juin 17, alors que menacée par les mutineries, l'armée française tout entière se trouvait en grand danger, à augmenter la cadence des permissions, à en allonger la durée et, dans la mesure du possible, à faire en sorte qu'elles soient accordées tous les 3 mois. Ah oui, bien Donc, sûr. cette anecdote de l'hôtel Terminus Oui. révèle l'homme, malgré tout. C'est pas Ouais. toute l'histoire. Donc, Pétain commandait la deuxième armée. Il avait eu un avancement prodigieusement rapide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il y a quelque chose qu'on n'a pas commémoré. Tiens, on vient de commémorer des centenaires. Il y a un centenaire qu'on n'a pas commémoré. C'est celui de l'affaire des fiches. L'affaire des fiches a été une catastrophe pour l'armée française. Tous les officiers étaient fichés en fonction de leur présence ou de leur absence à la messe. Pétain l'était, oui. Pétain aussi, mais enfin, je sais pas ce qu'on appelle vulgairement une grenouille de béni, c'est pas du tout. Végan était profondément croyant, Pétain, oui, comme ça. Bon. Autant qu'on puisse avoir le cœur d'un homme. Hein. Non, Pétain était un homme qui avait été ralenti dans son avancement et qui, normalement, aurait dû partir comme colonel à la retraite en décembre 1914. Il y a la guerre, et la guerre lui vaut à lui un avancement prodigieux. Il y a tout un tas de nullités qui avaient été nommées sur recommandation. Joffre, qui était franc-maçon, mais qui était naturellement intelligent et patriote, les envoie à Limoges. Le mot limogé, c'est ça. Et dans les limogés, dans les 18 limogés qui avaient des postes très importants, il y en avait 14 qui avaient été renommés sur recommandation. Voilà l'un des grands scandales dont on ne parle jamais. Alors bref, Pétain fait un avancement très rapide, très prodigieux, et il commande la deuxième armée. Et avec la deuxième armée, il va à Verdun, et à Verdun, il trouve la catastrophe. A-t-il une théorie militaire ? Oui, il a une théorie. Il a une théorie qui est... C'est un petit peu, si vous voulez, il est en avance sur son temps, comme De Gaulle sera en avance sur son temps. On est toujours en avance ou en retard sur son temps. Pétain était absolument hostile aux théories du colonel de Grand-Maison, qui sera tué d'ailleurs en 1914. Le colonel de Grand-Maison était pour la baïonnette. Et 14, ça commence par des charges à la baïonnette contre les mitrailleuses allemandes. Résultat, les 2 premiers mois de guerre sont les mois où le pourcentage de tués est le plus grand. Comme stupidité, on ne peut pas faire mieux. Mais on avait adopté une théorie qui était celle du général Souvorov, lequel Souvorov était, vous le savez, un général russe qui avait combattu en Suisse contre les Français pendant la Révolution française, et qui disait ce qui était vrai à l'époque. Qu'est-ce qui est vrai à une époque et faux après ? La balle est folle, la baïonnette est sale. Bien sûr, vous connaissez, vous avez vu 10 fois ces images où il y avait le premier rang qui tirait, puis il y en avait d'autres qui rechargeaient, etc. Bon, parce que les gens étaient à 100 mètres, 150 mètres, 80 mètres, qu'ils étaient sur vous tout de suite. Alors la baïonnette, oui, bien sûr, mais ce n'était plus vrai. Et Pétain avait étudié les guerres des Balkans et la guerre russo-japonaise. Il en avait conclu ce qui paraît très simple. Le feu tue. Alors on rigolait. Le feu tue, oui, le feu tue. Et il était contre, comme De Gaulle sera pour les chars, si vous voulez. Pétain était en avance en 1907, en 1908, en 1910, en 1914. De Gaulle était en avance en 1936, 37, 38, etc. Et donc, il avait une méthode. Ne pas perdre le matériel, employer le plus possible l'artillerie. Il disait, quand il va tout de suite commander, prendre contact avec ses hommes, avec les généraux d'abord, Baselaire, Balfourier, en disant ici Pétain, voilà, je viens de prendre le commandement, il était connu. D'abord, il avait avancé tellement rapidement qu'il était connu. Il passe de colonel en 2 ans en commandant une armée, la deuxième armée. Il y avait 6 armées. Donc, je prends le commandement, et après, la première chose qu'il demandait, le soir, qu'a fait votre artillerie ? Et tout son effort va être de faire 2 grands groupements d'artillerie, lourde,
C'était le problème de l'artillerie lourde. Ils ne prenaient pas les 75. Mais chaque commandant de division, il voulait avoir des canons lourds, etc. Non. Il fait 2 grands rassemblements d'artillerie lourde pour contrebattre, pour faire des gros trucs de choc, n'est-ce pas? Et puis, il attend les canons qui vont arriver. Mais il est dans la proportion de 1 à 5. Et puis, il va alors sur notre idée, d'abord épargner, il disait, envoyez-moi de l'artillerie pour épargner les hommes. Oui. Il y a un point très important que nous n'avons pas évoqué, mais sur la route en fait de Paris à Verdun, il y a une désorganisation totale. Et avec l'artillerie, une des grandes idées de Pétain, c'est justement la volonté d'organiser. Oui, alors c'est pas lui qui le fait tout seul, naturellement. Il y a le général, il deviendra général, il sera général en 40, c'est Doumenc, qui est le tenant-colonel ou commandant. Il y a Doumenc, il y en a d'autres, et il fait organiser, et dans le très beau numéro, car ce numéro du Figaro est très très beau sur Verdun, l'iconographie est remarquable. Dans ce numéro, on voit la voie, ce qui est devenu la voie sacrée. Et quand vous prenez aujourd'hui cette route, c'est pas les numérotations des kilomètres n'est pas banale. Elle rappelle la guerre. Il y a un casque qui surmonte. C'est la guerre. C'est des centaines de milliers d'hommes sont montés dans les camions, des camions berliers d'ailleurs à l'époque. Ils sont montés dans ces camions vers le front et vers la mort. Et le ravitaillement, car il n'y avait pas, je l'ai dit en début de cette commune, ce petit laïus, il n'y avait pas de route praticable, il a fallu faire une route dans laquelle, et on rejoint, plus exactement, 44 rejoindra 1916, aucune possibilité d'arrêt. Pas de véhicules hippomobiles, il y avait beaucoup de chevaux, naturellement, c'était les chevaux qui étaient le plus nombreux, pas de chevaux, aucun véhicule hippomobile, aucun arrêt, un camion qui s'arrête est fichu dans le fossé, et en 1944, les Américains débarquant en Normandie et ravitaillant leurs armées qui sont déjà dans l'Est, après la prise de Paris, après la libération de Paris, font la même chose. Et la voie sacrée, leur voie sacrée, c'est la route qui vient de Normandie, où tous les camions sont poussés dans le fossé s'ils sont en panne, et personne n'a le droit de traverser. Ça passe, ça alimente le front. C'est exactement la même chose, avec des années de différence, et puis des camions qui étaient des camions qui transportaient davantage de monde. Mais ça fait rien, c'est le même principe appliqué. Et alors Pétain fait tenir les hommes, c'est le courage des hommes, il a toujours dit, d'ailleurs, il a toujours dit, c'est pas moi, ce sont les hommes qui étaient là. Et voyez-vous, dans son testament, il avait dit qu'il aurait voulu être enterré à Verdun à cause des hommes, pour les hommes qu'il avait commandés. Bon, il savait très bien qu'ils allaient mourir, que c'était des sacrifices, qu'on leur demandait des sacrifices de leur vie. Bon, mais il tenait bon. Et le jour où il arrive, il tombe dans une réunion de catastrophe. Tout le monde était là, abattu, presque certains pleuraient. Dans le château du sénateur Humbert. Le château du sénateur Humbert, qui a eu des histoires après, parce qu'il y avait des problèmes de compromission, plus ou moins. Enfin, bref, il y a eu des tas d'histoires de compromission avec les Allemands pendant les guerres 14-18. Enfin bref, Humbert, qui avait un journal d'ailleurs, il possédait un journal, il tombe dans une réunion de catastrophe et il dit « Déménageons et on va changer de quartier et on va à Souilly. Et on va s'installer là, dans la mairie, et puis mettre là le quartier général. » Et il apprend une nouvelle catastrophique, Douaumont est tombé. Quel est le symbole de Douaumont ? C'était simple. C'était le fort le plus important de toute la ligne de fortification, et même l'un des forts les plus importants français. Et pourtant, il ne semble pas avoir été défendu. Ah, mais il n'a pas été défendu du tout. Les Allemands et les Français ont fait un festival de mensonges dans leur communiqué. Obligatoirement. Les Allemands ne voulaient pas avouer qu'ils avaient pris ce fort sans coup de feu. Donc les 2 officiers allemands qui commandaient les Bavarois, qui ont pris le fort, ont été puissamment décorés. Quant aux Français qui ne voulaient pas avouer qu'il n'y avait personne dans le fort, aucun défenseur, ils ont imaginé dans les communiqués des combats terribles qui n'avaient pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y a des choses qui sont idiotes, qui nous paraissent idiotes aujourd'hui, et qui étaient intelligentes à l'instant. Ou il y a des choses qui paraissent idiotes il y a 8 jours, et qui paraissent intelligentes après, 8 jours après. Bon, les forts belges ne tiennent pas longtemps devant l'attaque allemande en août 14.
Donc, on en conclut que les forts sont inutiles. Et qu'ils ont tenu 5-6 jours et que vraiment, bon, c'est pas assez. Tandis qu'avant, il était entendu que les forts, on vivait un peu sur des idées anciennes. Ça tenait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y avait des sièges très longs, etc. Donc, comme on manque d'artillerie, on va donc prendre l'artillerie des forts. Et on va donc désarmer les forts. Et on le fait à Verdun. Mais à Verdun, il y a encore les canons, mais il n'y a plus d'artilleurs à Douaumont. Alors les Allemands arrivent, ils croyaient être attaqués par les canons français, ils arrivent, ils entrent, ils trouvent. Il y a une unité qui trouve un territorial, avec une lanterne qui se promenait dans le fort, et puis les autres qui trouvent 50 ou 60 territoriaux qui n'avaient aucune envie de se battre. Aucune envie. Ils prennent Douaumont. Et Douaumont va leur servir. Et lorsque le capitaine de Gaulle sera fait prisonnier avec son unité, c'est par des Allemands qui sortent du fort de Douaumont. Puisque son unité était, si nous nous plaçons du côté allemand, n'est-ce pas, son unité était à gauche, n'est-ce pas? Si nous nous mettons dans Douaumont, allemand, et bon, la tranchée où étaient de Gaulle et ses hommes, la 33e, la compagnie qui commandait, était donc à gauche. Et il sort de là, de Douaumont. Et c'est catastrophique. Catastrophique. Alors après, on va dépenser des tas de victimes. Dépenser. Faire tuer beaucoup d'hommes pour reprendre Douaumont. Que va-t-il se passer après? C'est ce que je vous propose de voir après. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Henri Amorou. Henri Amorou, vous êtes l'auteur de plusieurs éphémérides dans le hors-série du Figaro consacré à Verdun, un hors-série du Figaro que vous trouvez encore dans tous les kiosques. Alors vous rendez hommage bien sûr aux hommes, Henri Amorou, mais tout particulièrement à des gens, nous parlions tout à l'heure des colombophiles, mais il y a également les aviateurs. Quel est le rôle des aviateurs pendant Verdun? D'abord, il faut rendre hommage à tous les combattants, ça. Et puis, vous savez, c'était pareil du côté allemand. C'était aussi dur du côté allemand, du côté français. Les aviateurs, là aussi, Pétain a fait venir le commandant de Rose, qui commandait, je crois qu'il y avait 12 ou 14 escadrilles françaises. Mais, je crois 14, 13, 12. Pétain en a fait venir 7 à Verdun. Il a dit à De Rose, vous nettoyez le ciel de Verdun. Parce que l'aviation, qui était de naissance récente, mettons, si vous voulez, 1900, avant bien entendu, mettons pour simplifier un peu 1900, 1890, 1900. Mais l'aviation comme arme, c'est 14, nous sommes d'accord. C'est même 14 où on se tirait dessus à la carabine. On se tirait dessus, on ne se tirait même pas dessus. C'est d'abord une aviation d'observation. Et c'est parce qu'il y a l'aviation d'observation que la bataille de la Marne devient une victoire. Parce que oui, on n'a repéré que, mais il y a un aviateur qui a montré le mouvement allemand qui va permettre d'enfoncer l'armée allemande, de passer toc comme ça entre deux armées allemandes. Bon. Alors donc l'aviation était très indispensable dans le ciel de Verdun pour repérer les batteries allemandes. Parce que les Allemands repéraient les batteries françaises. Et nous ne repérions pas les batteries allemandes. Mais tout ça, les aviateurs allemands d'observation étaient protégés par des chasseurs. Donc on fait venir les meilleures unités de chasse. Guynemer ne fera pas un très long passage, il va être blessé assez vite. Il fera un passage, on a mis dans le titre Guynemer, parce que Guynemer ça parle au français naturellement, mais en vérité il va rester très peu de temps à Verdun puisqu'il sera blessé. Mais l'aviation française a joué un rôle très important à Verdun en déblayant le ciel, en libérant le ciel, pour permettre à notre aviation d'observation, à ce qu'on appelait aussi les saucisses, métier extrêmement dangereux que d'être dans une saucisse quand vous êtes là avec vos jumelles et que vous êtes la cible des avions français ou allemands qui vous foncent dessus, toc toc toc, et qui enflamment la saucisse et vous êtes là-haut. Alors bon, si vous avez un téléphone, on vous prévient, vous pouvez vous sauter en parachute. Enfin, c'est pas vraiment le paradis sur terre, Verdun. D'ailleurs, vous savez, il y a eu un peu moins de morts allemands que de morts français. 140 000 Allemands, 180, 170 000 Français. Mais le plus dramatique dans cette bataille, qui n'est pas une bataille d'offensive et de défensive, c'est une bataille
comme deux têtes, hein, comme deux fronts, comme ça, là, comme ça. C'est une bataille où vous avanciez pour une tranchée, quelques mètres à un moment donné, vous comprenez ? Après, et puis donc Pétain, c'est le plus dramatique, c'est qu'il y a 100 000 morts dont on n'a jamais retrouvé de traces. 100 tombes devant lesquelles les familles peuvent venir, 100 tombes que l'on puisse fleurir, 100 tombes devant lesquelles on puisse prier. C'est dramatique. C'est dramatique. L'ossuaire de Verdun, il faut aller à Verdun. On comprendrait beaucoup de choses en allant à Verdun. Il faut aller à Verdun. Quand on voit l'ossuaire avec Qu'est-ce que c'est un ossuaire ? C'est le rassemblement de millions d'ossements qui sont français, allemands, on n'en sait rien. Les ossements ne sont ni français ni allemands. Ce sont des ossements de pauvres gens qui étaient là, qui sont morts. Alors Pétain est resté là jusqu'en mai. Le 1er mai, il a été relevé par Nivelle, mais on en viendra tout à l'heure. Oui, avant de venir à Nivelle, peut-être la date du 10 avril. Elle est vraiment importante dans la chronologie. Oui, c'est le grand échec allemand. Voilà, c'est l'ordre général 94. Oui. C'est un ordre qui est repris dans le livre La Grande Guerre des Français de Jean-Baptiste Durosel, dans son introduction. C'est dire toute son importance. Jean-Baptiste Durosel, auquel je tiens à rendre hommage, c'était un très grand historien, un homme merveilleux, un ami merveilleux. C'était un homme qui m'a accueilli aux sciences morales avec une grande gentillesse, alors qu'il avait un grand talent, une grande compétence. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et il était le doyen de la section d'histoire et géographie. Et je suis maintenant le doyen de la section d'histoire et géographie. Ça durera ce que ça durera, plus très longtemps sans doute, mais enfin. Et alors, ce texte, signé par Pétain avec les derniers mots, « Courage, on les aura ». Ce « Courage, on les aura » avait déjà été utilisé à 2 ou 3 reprises. C'était même le titre où ça avait été utilisé par un journal d'une unité. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Dans l'histoire, c'est Pétain. Sérigny a dit que c'était lui, mais Sérigny, c'était quelqu'un qui se tirait beaucoup la couverture à soi. Non, dans l'histoire, c'est Pétain, courage, on les aura, c'est Pétain. Et c'était un mot, vous comprenez, et c'était un mot familier. Et les généraux parlaient pas comme ça, généralement. Ils finissaient sur des phrases plus littérairement fondées, quoi. Permettez-moi, avant de venir à Nivelle, peut-être de citer un assez long passage du général Pétain que vous citez dans votre livre Pour en finir avec Vichy, paru chez Robert Laffont. « Mon cœur se serrait, disait Pétain en effet, quand je voyais aller au feu de Verdun nos jeunes gens de 20 ans, songeant qu'avec la légèreté de leur âge, ils passeraient trop vite de l'enthousiasme du premier engagement à la lassitude provoquée par les souffrances, peut-être même au découragement devant l'énormité de la tâche à accomplir. Du perron de la mairie de Souilly, mon poste de commandement si bien placé au carrefour des chemins conduisant vers le front, je leur réservais ma plus affectueuse affection quand ils montaient en ligne avec leurs unités, cahotés dans leur inconfortable camion ou fléchissant sous le poids de leur appareil de combat quand ils marchaient à pied, ils s'excitaient à paraître indifférents par des chants ou des galéjades et j'aimais le regard confiant qu'ils m'adressaient en guise de salut. » Et vous continuez. Pourquoi remplacer Pétain, Henri Amorou, par Nivelle au début du mois de mai ? Pétain va prendre à ce moment-là le commandement, un commandement supérieur, le commandement de plusieurs armées. Donc en soi, ce n'est pas une dégradation, ce n'est pas une... Pas du tout, c'est une promotion. Mais il était hostile à cette promotion, il s'était attaché à Verdun. Et dans les journaux, il faut voir les journaux de l'époque, il faut voir l'Illustration, qui était le grand journal lu par tout le monde, par beaucoup de Français en tout cas, tout le monde, c'est excessif. Il faut voir l'Illustration, et c'est Pétain, l'homme de Verdun. C'est pas, vous comprenez, là aussi on écrit des stupidités, on dit des stupidités, ça n'a pas été inventé en 40, Pétain, l'homme de Verdun. Bien qu'en 40, on l'appelle parce que c'est l'homme de Verdun, mais c'est tout de suite là, les mots de 1916. Et lui, bon, naturellement, il en était heureux, glorieux, c'est évident, c'était l'homme de Verdun. Et il prend mal cette promotion qui était une promotion de jalousie. Parce que Joffre était un peu jaloux. Pétain avait une autorité. Pétain n'était pas un diplomate, hein. Il n'était pas un type qui se laissait faire, un homme qui se laissait faire. Et il exigeait, il demandait, il réclamait beaucoup pour lui. C'est une plaisanterie pour lui, pour Verdun, pour tenir. Il réclamait beaucoup d'artillerie. Et
je vous ai dit au début que Joffre voulait la bataille sur la Somme. Mais au fur et à mesure qu'il donnait à Pétain, il était obligé de prendre des gens sur la Somme, pour sa future offensive qui aura lieu, qui sera une offensive terriblement meurtrière pour les Français, mais surtout pour les Anglais. La Somme a été la grande bataille où les Anglais ont perdu le plus d'hommes. Si vous allez en Angleterre et que vous parlez à quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, qui s'intéresse aussi à l'histoire, vous parlez de la bataille de la Somme, c'était terrible pour les Anglais. Et donc, Pétain dégarnissait son front hypothétique, son futur front. Il réduisait le nombre de kilomètres de sa ligne d'attaque sans arrêt, pour envoyer les renforts à Pétain. Ceux qui le prenaient sur la Somme allaient sur Verdun. Ils n'avaient plus sur la Somme, c'est évident. Et ça l'agaçait beaucoup. Avec Nivelle, il a un général qui est un très bon général. Nivelle a mal fini sa guerre. En 1917, son offensive a été catastrophique. Et après, mais il faut dire les choses. Le mensonge ne sert à rien, vous savez. C'est comme un paravent, le mensonge. Si vous ne pouvez pas vous déshabiller sans paravent, le paravent n'a jamais empêché les varices. Jamais. Bon, alors ça sert à rien. Bon, donc Nivelle est un très bon général, un artilleur, qui en 1914, par des concentrations d'artillerie, avait réussi vraiment des coups d'éclat, avait arrêté des attaques allemandes qui auraient pu être décisives. C'était un très bon général, mais c'est un général très ambitieux. Je ne dis pas que Pétain n'était pas ambitieux, mais c'est pas ça. C'est pas du tout la même chose. Ambitieux par la politique. Pétain n'aimait pas les hommes politiques, il ne les a jamais aimés, et en 40, il ne les aimait pas davantage. Pétain n'a jamais aimé les hommes politiques, De Gaulle non plus d'ailleurs. Il y a beaucoup de... Vous savez que De Gaulle a été à l'école de Pétain, et était d'ailleurs au 33e régiment d'infanterie que commandait Pétain. On pourrait faire une émission là-dessus un jour. Mais Pétain n'était pas un général politique. Il disait non, il avait un caractère froid, sec. On l'appelait Précis le sec dans l'armée, Précis le sec. Il parlait pas beaucoup et il demandait, il obtenait. Et Joffre considérait un peu comme un emmerdeur. Et donc on lui donne le commandement de plusieurs armées. On le promut. Mais lui, après, très vite, il sera commandant. Après Nivelle, en 17, il devient commandant de toutes les armées françaises. Il part colonel en août 14, il est colonel. Il est nommé général de division sur le champ de bataille 8 jours après ou 15 jours après la bataille de Lama. Il est reçu par la famille du général de Saunis qui avait fait la guerre en 78. Les filles du général de Saunis lui cousent les 2 étoiles de général de division sur son képi. Tout ça, 15 jours après le début de la bataille, 15 jours après la déclaration de guerre. Et puis après, il cesse de progresser. Et il finit commandant toutes les armées françaises, alors qu'il était colonel en 14. Et j'ai retrouvé le carnet dans lequel il marquait toutes ses dépenses de célibataire. Il avait déjà acheté un sécateur en août 14 pour ses rosiers futurs. Il n'a jamais eu le temps. Donc, il est nommé, et on met Nivelle et Mangin. Pétain était contre l'offensive à outrance. Il était pour économiser les hommes. Il dit oui, une offensive préparée par l'artillerie, préparée par un matraquage tel qu'on perdra le moins d'hommes possible. Ce qui va se passer en 17. Car lorsque Pétain, après les mutineries, on en vient à 17 si vous voulez, mais je crois qu'il faut expliquer un homme. Lorsque, après 17, et l'échec de l'offensive de Nivelle et les premières mutineries, l'armée française est prête à se débander, ou à faire ce qu'a fait l'armée russe, et à marcher, elle, sur Paris, ou enfin bref, à refluer en désordre. Et c'est Pétain, là, qui, De Gaulle lui a rendu un hommage extraordinaire en 1938. De Gaulle écrit, je l'ai rappelé l'autre jour à l'amiral De Gaulle écrit, lorsqu'il fallut choisir entre la ruine et la raison, Pétain fut promu. Il n'y a pas de plus beau compliment. Pétain a sauvé l'armée française en 17, bien entendu. Et à ce moment-là, après, il va faire des offensives en octobre, en novembre. Mais ce sont des offensives où, pour la première fois, et vous pouvez contrôler ce que je vous dis, la première fois,
dans 3 offensives successives, l'armée française perd 3 fois moins d'hommes que l'armée allemande. L'armée française perdait toujours beaucoup plus d'hommes que l'armée allemande. Toujours beaucoup plus d'hommes que l'armée allemande. Pourquoi ? Parce que les offensives n'étaient pas préparées, parce que les offensives étaient... c'était la gloire du colonel de lancer les hommes. Non, c'est pas Pétain, ça. Et on comprend rien à 40, s'il se passe en 40, si on oublie qu'en 40, il y avait 5 millions d'anciens combattants. 5 millions d'anciens combattants, qui tous n'avaient pas fait Verdun, bien sûr, mais pour qui le mot Verdun avait un sens, et le mot Pétain avait un sens. 5 millions, qui ont des femmes, qui ont des enfants, qui ont des familles. Et ça explique aujourd'hui, naturellement, il reste 4 ou 5 hommes aux invalides. Et puis dans 2 ans, 3 ans, il n'en restera plus aucun. Ça n'a plus aucun sens, sentimentalement, politiquement, sentimental. Dans le grand désastre de 40, Paul Reynaud fait venir Pétain. Pourquoi ? Pétain est en Espagne, ambassadeur, ou Daladier l'a envoyé en Espagne. Pourquoi il fait venir ? Parce qu'il dit, je fais venir le vainqueur de Verdun. Parce qu'il croit à un ressort psychologique, un ressaut psychologique. C'est passionnant l'histoire si on ne la brouille pas par les stupidités, par le manichéisme imbécile qui règne aujourd'hui. Henri Amoraux, nous nous retrouvons après une... Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à Verdun. Je reçois Henri Amoraux. Henri Amoraux, vous êtes l'auteur de plusieurs éphémérides parus dans le hors-série du Figaro. 12 dates majeures de la bataille de Verdun. Un hors-série excellemment iconographié. Je renvoie vraiment nos auditeurs à ce hors-série du Figaro disponible sur Internet, lefigaro.fr ou bien dans tous vos kiosques. Alors Henri Amoraux, nous en sommes au commandement de Nivelles, associé à Mangin, et ma foi, les choses commencent mal. Il y a la bataille du fort de Vaux, qui est une défaite, il y a le fort de Souville. Comment l'armée française arrive malgré tout à repousser les Allemands ? Mais parce que, bien avant l'arrivée de Nivelles, l'armée allemande avait renoncé à prendre Verdun. Les Allemands croyaient tellement prendre Verdun qu'ils avaient déjà frappé une médaille pour leur entrée dans Verdun. Comme ils avaient frappé une médaille pour leur entrée dans Paris. Médaille, témoignage symbolique qu'on aurait donné à tous ceux qui avaient participé à la prise de Verdun. Et ils renoncent à un moment donné, ils vont continuer la bataille de Verdun, alimenter la bataille de Verdun, mais ils vont arrêter leurs grandes offensives et ils comprennent qu'ils ne prendront pas Verdun. Je voudrais dire, il y a autre chose également qui a joué un rôle important. Pétain a fait différemment des Allemands en ce qui concerne les hommes. Les unités allemandes qui étaient devant Verdun étaient recomplétées tous les 3 jours, tous les 4 jours, parce qu'il y a eu une usure effroyable. Et elles étaient recomplétées par des hommes qui venaient recompléter la même division. Tandis que Pétain a fait en sorte... C'est pour ça que Joffre aussi n'aimait pas. C'était Pétain qui commandait, c'était pas Joffre. Parce que si les 2/3 de l'armée française sont passés à Verdun, bien entendu, Joffre a été d'accord. Mais comme ça, vous comprenez, en principe, une division faisait un séjour à Verdun et n'y revenait pas, ce qui n'est pas vrai. Une 30aine de divisions sont revenues 2 fois et certaines sont revenues 3 fois. Mais pas dans le même secteur, en principe. On ne revenait pas dans le secteur où il y avait des camarades qui avaient été tués, où on avait failli être tué, etc., etc. On ne revenait pas. Et pratiquement, presque toute l'armée française, les 2/3 des divisions sont passées dans Verdun. Si bien que ce mot Verdun était pour tous ceux qui sont passés un symbole extraordinaire, vous comprenez, et que c'est resté attaché à leur histoire. Aujourd'hui, nous sommes en 2006. Les autoroutes ont tué les villages. On ne s'arrête plus, on ne va plus voir les villages. N'allant plus dans les villages. Avant, il y avait des routes qui passaient par des villages. Les routes existent toujours, mais elles ne servent que localement. On arrivait dans les villages. Il y a toujours l'église, il y a la mairie, il y a l'école, et puis le monument aux morts. Et sur le monument aux morts, vous avez les années 1914, 1915, 1916.
Et il faut vous dire que 1916, quand vous lisez 1916, vous pouvez 3 fois sur 4 mettre Verdun. 3 fois sur 4, mettre Verdun. Ces monuments aux morts, j'étais l'autre jour dans une église, à Paris d'ailleurs. C'est d'ailleurs, je crois que c'était à Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Il y a là le monument aux morts pour la paroisse. J'ai compté le nombre des morts de 14-18 et j'ai compté le nombre de morts de 40-45. Et pour 14-18, il y avait 246 ou 250 morts, et pour 40-45, il y en avait 50 ou 60, ou 70, enfin, je veux dire, la proportion, c'était très, très disproportionné. Et 14-18 a saigné la France. Contrairement à ce qu'on peut penser, les intellectuels d'abord. Car ce sont les intellectuels qui ont été le plus frappés dans la mesure où les enseignants avaient tous fait des services militaires et tous sortaient sous-lieutenants. N'est-ce pas ? C'était vraiment exposé, j'aime autant vous dire. Puis, les professions libérales. Les magazines, les gens qui avaient des magasins, les avocats, les ingénieurs, des ceci, des cela, tout ça. Puis la paysannerie. Mais ça a été pour l'armée française un sacrifice effroyable, dont la France s'est très mal remise, puisque en 1940, la démographie, c'est une des raisons, la défaite française de 40, on n'y pense pas, on raconte aussi n'importe quelle blague. L'armée, la France, avait 41 millions d'habitants, l'Allemagne en avait 80 millions. Ça permet non seulement d'avoir 2 fois plus d'hommes, mais ça permet surtout, et c'est ça qui est le plus important, d'avoir dans les troupes d'assaut des hommes jeunes, des hommes très jeunes. Et il n'y a qu'à voir, j'avais fait pour une émission de télévision, il y a longtemps, j'avais fait 43 émissions pour la première chaîne, qui sont passées, car il y avait à ce moment-là à la tête de la première chaîne un homme, Guillot, qui aimait beaucoup l'histoire, Jean-Louis Guillot, c'est lui qui a fait les grandes batailles avec Turenne. Il avait visionné les 3 premières émissions, qui devaient passer à 19h, il les a mis à 19h45, juste avant le journal. Aujourd'hui, ça ferait une révolution. La première chaîne ne s'est pas effondrée, du tout. Parce que, enfin bref, c'est un autre débat. Mais j'avais montré des images d'archives. Les images d'archives de mai 40, elles existent du côté français et du côté allemand. Du côté français pendant 8 jours. Après, comme on bat en retraite, on ne filme plus. Et les Allemands filment beaucoup. Et on voyait l'armée allemande, c'était des garçons de 18 ans, 19 ans, qui sautaient les haies en Belgique, au Luxembourg, et qui passaient comme ça, avec la grenade dans la botte. Et puis on voyait des artilleurs français qui entraient en Belgique, et qui étaient des gens de 30 ans, 35 ans, et qui descendaient pour aller dans les champs cueillir des fleurs. Et il y avait le réalisateur qui avait mis des chants d'oiseaux là-dessus. Si vous comprenez, tout ça, c'est la suite de 14-18. Cette grande saignée du peuple français qui ne voulait absolument pas la guerre en 40, en 39, je vous assure. Oui, je renvoie nos auditeurs à nos 2 émissions que nous avons enregistrées ensemble, Henri Amorou, consacrées à votre livre Pour en finir avec Vichy, le tome 2. Jean-Baptiste Durozel écrit dans son introduction à la Grande Guerre des Français, qui a été rééditée dans la collection Tempus des éditions Perrin. Durozel écrivait « Dans mon enfance, la guerre nous apparut sous sa forme glorieuse et nous n'en sentîmes que plus tard l'épouvantable souffrance. » Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est à cause de ce mélange de gloire et de souffrance que cette guerre fascine tant aujourd'hui ? Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, quand on a 30 ans, c'est pas ça. On lit ça presque comme un récit napoléonien, à moins que son grand-père ait été mêlé, ou son arrière-grand-père ait été mêlé, mais l'arrière-grand-père, c'est déjà loin. Non, j'ai une petite fille qui est plus jeune que vous. Ça l'intéresse parce que Verdun est un symbole. Parce que de la guerre 14-18, vous vous souvenez de la Marne. Mais la Marne, c'est une rivière. Alors la rivière, il n'y a pas de lieu, tandis que Verdun, c'est une ville. C'est une ville. Et donc Verdun, c'est la même ville pour laquelle pendant des mois et des mois se sont battues l'armée française et l'armée allemande, comme Stalingrad. Moi, je trouve idiot d'avoir débaptisé Stalingrad. Idiot. Évidemment, ça ne dépend pas de moi. J'aurais jamais débaptisé Stalingrad. Parce que cette ville reste liée au sacrifice, à l'héroïsme, au courage, à des épisodes effroyables. Car il y a eu des tas de fusillés
Parce qu'ils foutaient les camps dans l'armée russe, c'était des hommes comme les autres, vous comprenez? Et il y avait des débandades, mais il y avait un pouvoir qui tenait solidement, et on ne tenait pas une armée sans drame, c'est évident. Alors bon, moi c'est une bêtise d'avoir débaptisé Stalingrad. Personnellement, je trouve qu'il avait laissé Stalingrad. Et même, je vais vous dire, et même Leningrad. Parce que Leningrad, le siège de Leningrad a été une chose effroyable. Alors aujourd'hui, bon, après la guerre, d'abord, on avait gagné. On voulait oublier un peu les gens qui s'en étaient sortis. Oublier, on ne se souvient que des bons moments. S'il fallait se souvenir que des mauvais moments, mais tout le monde se jetterait dans la Seine qui est proche. Nous traverserions là le quai, et puis pof, on irait se jeter dans la Seine. Ça serait vite fait. Nous vous souvenons des bons moments, pas des mauvais moments. Ils se souvenaient des camaraderies. La camaraderie, c'était très important, la camaraderie. Les gens, les copains, la marraine de guerre, les désillusions. Il faut lire Dorgelès, il faut lire Maria Remarque, il faut lire Ernst Junger, très très grand écrivain allemand, l'un des plus grands écrivains européens. Il faut lire... Dans l'Ouest, rien de nouveau, cet extraordinaire passage où dans un trou d'obus, vous avez un soldat allemand qui est là avec un soldat français blessé. Et les gémissements du blessé français emmerdent tellement, exaspèrent tellement le soldat allemand qu'il finit par le tuer, par l'achever. Et puis il pleure parce qu'il a fait ça. Vous savez, je suis allé à Verdun, il y a des années naturellement, et j'étais avec un homme qui avait perdu une jambe à Verdun. Un ancien officier qui avait perdu une jambe à Verdun. Et il y avait sa famille. Et puis nous étions là, Verdun, une voiture arrive qui était une voiture allemande. Et il y avait un homme qui descend et qui avait perdu un bras ou cheveux. Enfin, qui était aussi un blessé de Verdun. Et ces deux hommes sont allés l'un vers l'autre, comme ça. Ils ont abandonné leur voiture et leur famille parce qu'eux étaient ensemble. Eux avaient connu les mêmes choses. Eux, même s'ils ne parlaient pas la même langue, ça n'a pas d'importance. Ils avaient été ennemis, mais ennemis dans la misère, dans la merde, dans la boue, avec les obus. Et c'était terrible, et c'était effroyable. Et donc, il n'y avait plus de haine du tout, mais du tout, voyons. C'était des pauvres types qui avaient souffert. Ils se sont retrouvés là. Et vous savez, en 40, quand l'armée allemande est arrivée, elle a pris Verdun, comme ça, sans un coup de feu. Les Allemands étaient stupéfaits. Ils arrivent devant Verdun, ils attendent une résistance extraordinaire. Rien du tout. Et alors au début, après, tout change. Racontons pas l'histoire en connaissant la fin, racontons-la comme c'est déroulé par le début. Au début, il y avait le respect des Allemands pour les anciens combattants. Les soldats allemands qui venaient en permission à Paris, si je dis ça, j'espère ne pas être fusillé par les crétins qui aujourd'hui écrivent l'histoire. Les soldats allemands allaient à la tombe du soldat inconnu et saluaient. Et jamais il y en aurait un qui se serait mal tenu. Jamais il aurait été, j'ai autant vous dire, qu'il aurait été en cabane. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ces deux armées qui se respectaient. Nous n'étions pas entrés encore dans une forme de guerre politique comme les formes de guerre politique que nous connaissons depuis. Depuis le communisme, depuis le nazisme, depuis aujourd'hui l'extrémisme et tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Est-ce qu'on comprend plus facilement, Henri Amorou, une guerre idéologique plutôt qu'une guerre telle que fut la Première Guerre mondiale ? L'une est complètement idiote, c'est la Première Guerre mondiale. C'est un problème de château de cartes, d'enchaînement. Un homme est tué, Sarajevo, un homme est tué. Les Autrichiens exigent de la Serbie des choses impensables. C'est-à-dire vraiment de s'abaisser, s'humilier, que l'enquête soit menée en Serbie par des officiers autrichiens, etc., contre les terroristes. Les Serbes ne marchent pas, il y a l'alliance entre la Serbie et la Russie. Donc, la Russie soutient la Serbie. Elle a toujours soutenu la Serbie, naturellement. Aujourd'hui, elle est encore favorable aux Serbes. La France a une alliance qu'on appelait l'alliance de revers avec la Russie. L'Allemagne a une alliance avec l'Autriche. Il y a l'entente cordiale. Vous commencez, toc, 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 et puis voilà. Alors, bon, c'est la guerre idiote, par enchaînement. Donc la Première Guerre est compréhensible. Oui, dans le style idiot, c'est-à-dire dans le style des alliances, des affaires étrangères, des pays. La France avait l'alliance avec la Russie
C'était une alliance de revers après notre défaite de 1870, qui nous laisse à poil. Nous n'avons plus d'alliés en 70, plus d'alliés, plus personne. Bon. Donc il faut avoir des alliés. Alors l'alliance d'abord, et puis après l'entente cordiale, à laquelle Cambon avait travaillé pendant des années et des années. Bon. Il est resté 17 ans, je crois, ambassadeur en Angleterre. Et puis l'Allemagne et l'Autriche sont alliés naturellement. Bien que l'Autriche ait fait la guerre à l'Allemagne avant, mais après Sadova, que les Français ont applaudi, comme des crétins à l'époque, ont applaudi la victoire de la Prusse sur l'Autriche, sans comprendre que la victoire de la Prusse sur l'Autriche à Sadova, c'était la perte de la France à échéance de quelques années. Mais bon, c'est comme ça. Et la presse s'est déchaînée, applaudit les Prussiens qui battaient les Autrichiens. Il aurait mieux valu soutenir les Autrichiens. Enfin bref, les guerres idéologiques, c'est tout à fait différent. Là, le peuple est engagé parce qu'il y a un truc qui s'appelle ordre de mobilisation et que vous y répondez. Et que, bon, je ne sais pas. Alors, la France, il y avait l'Alsace et la Lorraine. Mais les Anglais, il n'y avait rien du tout. Rien. D'abord, il n'y avait pas de conscription, d'ailleurs. Bon. Mais les Italiens, enfin, je veux dire, il y avait peu de raisons de peau d'y aller. La guerre idéologique, c'est tout à fait différent. La guerre par du terrorisme, c'est tout à fait différent. Vous avez des gens qui sont des ingénieurs, des médecins, des femmes, qui se mettent une ceinture de bombe autour de la taille et qui savent qu'ils vont mourir un quart d'heure après ou une demi-heure après. Et qui y vont parce qu'il y a une idéologie. Bon, on veut faire croire aux Français que les Allemands sont leurs adversaires, aux Allemands que les Français sont leurs adversaires. Je vous jure qu'après 3 mois de guerre, tout ça est fini. Alors, il y a des chants patriotiques, bien sûr, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Non, la guerre idéologique est beaucoup plus terrible, parce qu'elle prend racine dans le peuple, elle a un terreau. La guerre par alliance n'en a pas. Eh bien, Henri Amorous, c'est sur cette différence entre guerre par alliance et guerre idéologique que nous allons nous quitter. Je renvoie nos auditeurs au hors-série du Figaro, ceux de Verdun, 1916-2006, dans lequel vous vous arrêtez sur 12 dates majeures de l'histoire de Verdun. Je renvoie également nos auditeurs à plusieurs ouvrages. Votre ouvrage peut en finir avec Vichy, le tome 2, Les racines des passions, paru chez Lafon, la réédition de La Grande Guerre des Français 14-18, Jean-Baptiste Durosel, dans la collection Tempus, des éditions Perrin, et chez le même éditeur, Perrin, La Première Guerre mondiale de John Keegan. Merci Henri Amorous d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire la semaine prochaine.